Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour une édition spéciale. Nous parlerons du nouveau CHU. Je sais que vous êtes nombreux à vous demander où on en est concernant ce nouveau CHU. Donc nous avons voulu mettre en plateau des experts qui vous parleront de la construction du nouveau CHU, surtout des avancées. Et puis vous aurez à vous rendre compte de ce qui est fait sur le terrain à partir de petits reportages. Tout d'abord, sur ce plateau, nous avons Jean-François Caillé, qui est adjoint de la directrice de l'animation et de l'organisation des structures de santé ARS Guadeloupe. De l'autre côté du plateau, nous avons Philippe Laborda, qui est directeur de projet, mandataire du maître d'ouvrage ICAD Promotion. Et puis, troisième invité, Gérard Loustalo, ingénieur référent en investissement ARS Guadeloupe. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Alors avec vous, nous ferons un petit tour de plateau pour comprendre quelles sont vos missions, pour comprendre un petit peu quelle est l'action que vous avez à mener concernant la construction de ce nouveau CHU. Et je débuterai avec vous, Jean-François Caillé. Oui, merci madame. Alors donc, je me présente, Jean-François Caillé. Je suis effectivement adjoint à la direction de la DAOS à l'ARS de Guadeloupe. L'ARS, je le rappelle, c'est la responsabilité de la mise en œuvre de la politique donc, de santé publique en région et également de la régulation de l'offre de santé. Moi, au sein de l'ARS, je suis chargé du suivi administratif et financier de cette opération de reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'on entend par suivi administratif et financier? Pour faire simple, comme vous le savez, c'est une opération qui est financée entièrement par l'État, à hauteur donc, de 580 millions d'euros, donc ce qui fait beaucoup. Et donc, mon rôle, c'est de veiller que chaque euro est bien utilisé au paiement donc, des factures qui concourent à la réalisation donc, de ce chantier. Voilà. Ouais. Alors chaque centime dépensé doit être argumenté. En tout cas, il faut que les choses soient bien faites financièrement. Ah ben complètement, puisque nous avons effectivement, j'allais dire, une double responsabilité. La première, il faut que ce chantier avance bien et soit réalisé pour la population, puisque effectivement si le chantier existe, c'est pour que les patients guadeloupéens notamment puissent bénéficier d'un futur hôpital aux normes et pouvant assurer une qualité de prise en charge maximale. Ça c'est j'allais dire la première donc de nos responsabilités. Et la deuxième quand même, il faut le signaler, c'est vis-à-vis des financeurs, vis-à-vis de l'État. Donc il faut que vis-à-vis de l'État que nous soyons aussi irréprochables dans l'utilisation de ces fonds publics. Et à cet égard, chaque année, nous avons donc ce qu'on appelle donc des revues d'investissement avec le ministère de la Santé qui suit l'avancée et l'utilisation de ces fonds. Être irréprochable, ça veut dire rester dans le budget. Vous avez tout compris. Merci donc Philippe Laborda. Donc vous aussi, vous avez un rôle important concernant ce nouveau CHU. Merci. Donc Philippe Laborda, directeur de projet chez ICAD Promotion. Donc notre rôle, c'est d'accompagner, d'assister le CHU dans le déroulement de cette opération d'envergure. Donc depuis 2010, ma société, groupée avec la SEM-SAMAR, nous avons reçu mandat pour gérer cette opération sur la partie aussi bien technique que financière, administrative et même juridique. Alors parlez-nous rapidement d'ICAD Promotion. Eh bien, ICAD Promotion, c'est une société nationale qui intervient dans les différents secteurs de l'immobilier. Nous sommes promoteurs, mais également nous assurons des missions d'accompagnement des collectivités nationales et locales aux Antilles-Guyane. D'accord. Voilà. Gérard Loustalo. Donc, vous êtes ingénieur référent investissement. C'est vrai qu'il faut vraiment voir ce CHU à travers son financement, à travers justement le budget qui est alloué, mais surtout voir si ce nouveau CHU prend forme convenablement. Tout à fait. Donc, on essaie de faire face à cet objectif majeur.
On s'y emploie en tout cas, donc aux côtés de Jean-François Caillé, donc on est complémentaires bien sûr, puisque moi je m'occupe plutôt de la partie technique, le suivi technique en fait des opérations immobilières au sein de l'ARS, donc tant dans le domaine sanitaire avec les hôpitaux, les cliniques, que le domaine médico-social, donc pour les structures qui accueillent les handicapés, les personnes âgées, ou aussi le domaine ambulatoire. Alors en ce qui concerne la construction du nouveau CHU, comme ça a été rappelé en énoncé, donc c'est un financement 100% État. Donc à ce titre, la tutelle, donc le ministère de la Santé, a souhaité qu'il y ait un suivi rapproché de l'opération d'envergure sur place, donc par la représentation locale de la tutelle qui est l'ARS. Donc c'est à ce titre que je suis positionné. Bien sûr, on n'est pas maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le CHU, qui a pris un mandataire, en l'occurrence ICA de Seine-Samar, et nous, on est juste là comme une représentation de la tutelle, mais on est garant de la bonne réussite de l'opération au niveau technique, administratif, financier. Et le respect des délais, bien sûr. D'accord, donc nous irons plus loin au niveau de cet échange, mais juste avant, je voudrais que nous puissions regarder ensemble un sujet qui a été réalisé et qui va nous permettre d'entrer de plein pied au sein de ce débat. Regardons-le ensemble. Pour la réalisation et le chantier de cet hôpital, du CHU. C'est-à-dire qu'on a rassemblé sur ce plateau, par exemple, il y a le bureau d'études et il y a les différents représentants des 3 cabinets dont je vous ai parlé, qui sont dans cette pièce. Et à côté, vous avez des pièces annexes où on retrouve l'OPC, la salle de réunion et ce que je vous ai montré tout à l'heure, la salle des visas, qui est un moment très important du développement du projet. C'est l'interface entre l'entreprise et nous, qui nous remet les plans d'exécution, et ces plans d'exécution sont contrôlés par nous. Donc c'est un peu tout l'essentiel du travail qui est fait ici. C'est cette phase DET à la fois. Le DET, c'est le contrôle du chantier, et le VISA, c'est le contrôle des plans qui nous sont remis par les entreprises qui nous doivent les plans d'exécution. C'est là que tout se passe. Effectivement, vous avez aperçu tout à l'heure une réunion. Il y a à peu près 3 ou 4 réunions par semaine. On n'est plus dans le système une réunion hebdomadaire sur un chantier comme on voit partout. Là, c'est en permanence. C'est-à-dire que les équipes qui sont là sont en permanence occupées. Elle fait 8h midi, 2h, 6h. Un petit historique rapide. La construction de cette base vie a fait l'objet d'un appel d'offres. 3 entreprises ont répondu. Elles avaient le choix en proposer soit du modulaire, soit un bâtiment métallique, soit un bâtiment en béton. Et finalement, celui qui a remporté le marché nous proposait un projet en béton qui respectait les normes et qui en plus respectait aussi la démolition qui était envisagée à l'époque. Mais finalement, avec l'utilisation petit à petit, quand on a vu le chantier se développer, petit à petit est venue l'idée du CHU de ne pas perdre ces mètres carrés et de pouvoir les réutiliser, parce que bien évidemment, on a toujours besoin de mètres carrés supplémentaires. Donc aujourd'hui, il est de toute façon destiné à survivre au chantier, et il y a un certain nombre de projets qui sont envisagés pour l'occuper par la suite. Voilà, donc je reviens avec vous, messieurs. Donc la base vie. Alors, on dit le cerveau du chantier du CHU. Alors, la première question qui vient au sein de cette population, oui, on a un nouveau CHU en construction, un chantier de grande envergure, mais on passe devant, on voit des choses qui se font. Un an après, est-ce qu'on peut parler encore de timing, de respect du timing, et quelles sont les avancées de ce nouveau CHU? Alors, la base vie, c'est quoi? Allez-y, vous pouvez prendre la parole. Y aller, oui. Donc la base vie, je crois que Alain Nicolas, l'architecte, en a parlé. C'est l'endroit où se réunissent et où sont implantées la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'œuvre du chantier. La maîtrise d'œuvre, ça comprend les architectes, mais aussi les bureaux d'études techniques, et également le maître d'ouvrage. Donc ça veut dire le mandataire, donc ICA de promotion Seine-Samar, mais également il y a des locaux pour le CHU.
Donc ce bâtiment d'environ 800 mètres carrés est occupé en permanence par ces équipes-là. Il y a aussi des salles de réunion assez vastes pour accueillir des réunions importantes, notamment des réunions avec la préfecture ou avec l'ARS. Donc c'est on dit le cerveau du chantier, mais oui, c'est peut-être ça, oui. Le cerveau du chantier, c'est là où tout se décide. Est-ce que c'est là aussi où on peut vraiment voir quelles sont les avancées? Est-ce que le timing est respecté? Eh bien, c'est un endroit effectivement où on regarde les plans, bien entendu, on mène des réunions pour s'assurer que les choses avancent dans les timings, que les plans sont respectés. Donc c'est là où on se dit les choses. Et l'avancement du chantier, eh bien, on peut le constater de cette base vide, ne serait-ce que par les fenêtres. S'il y a un moindre doute, on peut se tourner et voir ce qui se passe aux alentours. Donc c'est la proximité du chantier qui est intéressante. Si un doute existe, on peut descendre de la base vide et rentrer tout de suite sur le chantier par un portillon contrôlé, et donc ça permet de vraiment s'assurer de ce qui se passe. Voilà, c'est un peu une tour de contrôle, va-t-on dire aussi. D'accord. Un an après, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans les délais? Tout à fait. Donc je vous confirme que aujourd'hui les entreprises, je rappelle simplement que le chantier, enfin le démarrage officiel remonte maintenant à juillet 2018. Ça a démarré pendant 6 mois de préparation de chantier. On a eu 6 mois de préparation où pas grand-chose se sont passés physiquement sur le terrain, mais où il y a eu une grande réflexion d'organisation de chantier, de clôture, de mise en place des cantonnements d'entreprises, parce qu'il y a la base vie de l'entreprise aussi, de l'autre côté. Donc vous avez dû l'apercevoir peut-être dans votre reportage. Il y a des bungalows qui reçoivent donc la présence des différentes entreprises. Donc pendant cette période de préparation, c'est tout ça qui a été fait, qui n'était pas très visible. Donc le chantier, les travaux en eux-mêmes ont bien démarré, eux, en janvier 2019. Voilà. Et depuis lors, donc ça fait même plus qu'un an, je pense que tout le monde en passant sur la route départementale peut s'apercevoir de l'avancée. Ne serait-ce que ces 10 grues là qui se dressent fièrement dans le ciel, et également le béton, les voiles en béton qui émergent même au-delà de la clôture. Donc à notre niveau, nous sommes satisfaits de l'avancement. Il est fidèle à ce que nous avions prévu jusqu'à présent. Alors on se dit que c'est un projet d'envergure, c'est une réalisation d'envergure, et est-ce que la Guadeloupe avait besoin de si grands CHU, selon vous? Tout à fait. Enfin, il est juste dimensionné par rapport aux besoins de la population. Juste dimensionné. Juste dimensionné. Il correspond aux besoins qui ont été exprimés par la communauté médicale à travers le projet médical établissement, à travers le programme qui a été fait effectivement par le mandataire pour le compte du CHU. Et ensuite, il y a eu, donc tout est défini bien en amont, des années en amont, avant la conception. Il y a toutes les études préalables pour dimensionner effectivement le capacitaire, le fonctionnement, et l'ouvrage sera conforme aux souhaits et aux attentes de la population essentiellement, et bien sûr de la communauté médicale. Ouais. Donc il faut savoir que ce sera un bâtiment moderne, qui répond réellement aux besoins, et qu'on en a beaucoup et tant besoin aujourd'hui en Guadeloupe. Ouais. Pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Loustalot, moi ce que je dirais, c'est que c'est quand même un chantier extraordinaire pour notre île. La construction d'un CHU, ça n'arrive pas tout le temps. Donc beaucoup de régions déjà nous envient ce projet. Et c'est un projet qui, vous parliez est-ce que la région en avait besoin? Moi j'ai envie aussi de vous dire que c'est aussi un chantier qui a été au-delà du travail de la communauté médicale, aussi de la communauté soignante au niveau du CHU, puisqu'il y a eu beaucoup de réunions entre les futurs utilisateurs, les agents du CHU, pour le juste dimensionnement donc, de ce projet, avec des échanges avec nous ARS, avec le ministère. On a eu aussi à cœur de voir que ce chantier aussi puisse aussi bénéficier pendant sa phase de construction aussi à l'économie guadeloupéenne. Et dans cette optique, oui. Oui. Alors vous dites bénéficier à l'économie guadeloupéenne. Dites-nous-en un petit peu plus. Bien entendu, il a été ainsi, les lots anticipés dont parlait Monsieur Laborda, le terrassement, la préparation des espaces verts, sont des lots
qui ont été notamment réalisés par des entreprises guadeloupéennes. Il faut également savoir que dans la phase actuelle de construction donc, du gros œuvre, nous avons aussi donc, des entreprises guadeloupéennes qui ont été retenues. Alors, c'est vrai que c'était l'une des préoccupations. Est-ce que les entreprises guadeloupéennes allaient être partie prenante au niveau de ce chantier du CHU? C'est effectivement le cas. Et il y a également aussi un autre aspect sur cet aspect, enfin sur ce côté économie locale, c'est qu'on a inclus dans le marché des clauses donc d'insertion sociale qui permettent de recruter, qui a permis de recruter des jeunes sur le chantier, dont certains sont maintenant en CDI. Oui. Alors c'est combien de personnes qui travaillent? Pour l'instant, il y a de mémoire, il y a environ plus de 100. Alors, recrutés localement, plus d'une centaine, et dont au moins à peu près la moitié qui est maintenant en CDI. D'accord, alors c'est vrai qu'on parle de modernité, c'est vrai qu'on parle d'envergure, on avance tout cela et c'est très bien puisque la population, elle dit ok banco, mais lorsqu'on parle de modernité aussi, il y a une question qui revient au sein de cette population. Est-ce que justement nous serons en capacité de pouvoir d'alimenter ce nouveau CHU, et est-ce que nous ne sommes pas un petit peu au-delà des ambitions? Alors modernité, ça veut dire beaucoup. Un outil moderne. Oui. Ça veut dire un outil efficace, un outil qui répond aux besoins, forcément. Oui, mais ce n'est pas contradictoire avec la simplicité. C'est-à-dire que là, le nouveau CHU, c'est vrai qu'on n'est plus dans des architectures des années 60-70 où on avait des CHU monoblocs avec des grandes tours, comme le CHU actuel, avec 14 niveaux. Qui répondait à l'époque à un besoin. Oui, mais qui pose aussi des problèmes. On le voit par rapport à la sécurité incendie, c'est très compliqué à gérer, c'est des coûts de maintenance qui sont assez faramineux. Donc là, le parti pris dans les hôpitaux modernes, c'est d'avoir vraiment un CHU axé autour du plateau technique, qui est vraiment le bâtiment majeur en fait, qui accueille effectivement les urgences, les blocs opératoires, les soins critiques, la réanimation, les laboratoires, à partir d'un axe rouge qui est l'héliport qui est sur la partie supérieure en toiture. Hein. Donc ça c'est vraiment le plateau technique. Et ensuite vous avez les bâtiments d'hospitalisation par spécialité médicale. Donc une organisation plus efficace. C'est une organisation qui est plus étalée sur le plan, donc avec une meilleure lisibilité des espaces, une meilleure convivialité, et tous ces bâtiments-là sont reliés autour d'une colonne vertébrale qui est la rue Caraïbes, qui va desservir les différents bâtiments. Il y a 7 bâtiments. Alors quand on entre au CHU à partir du parking public, on a le bâtiment des admissions et ensuite on est dirigé effectivement par une signalétique à travers la rue Caraïbes et le personnel rentre à l'opposé, côté logistique, donc au nord, effectivement, avec un parking dédié, et le personnel rentrera en niveau inférieur dans une galerie logistique. Donc il y a vraiment un mélange de flux pour vraiment assurer vraiment une fluidité optimale des patients, mais aussi des agents et des visiteurs au sein du CHU. D'accord, donc nous partons ensemble vers un autre sujet pour nous rendre compte de la réalité des choses, puisque nous avons voulu que cette émission soit dynamique et surtout qu'on puisse mettre les images à ce que vous dites ce soir pour que cette population soit au plus près de la réalité. Donc nous partons tout de suite vers un nouveau reportage. Donc là, on entre dans la rue Caraïbes. La rue Caraïbes, c'est vraiment le lien qui va desservir tous les bâtiments du projet. C'est vraiment un grand déambulatoire. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'elle est sur 2 niveaux. Là, on est sur le niveau le plus bas. Donc, c'est le niveau logistique. C'est vraiment que là où va se passer toute la logistique du projet, de l'ensemble du bâtiment. Et en fait, vous voyez par ici le niveau qu'on voit là avec les garde-corps, ce sera le vrai niveau où le public sera et où on sera vraiment où on va desservir chaque bâtiment, chaque entrée de bâtiment. Et c'est par là que le public va donc arriver depuis le parking public ici
rentrera comme ça et au fond, on sera sur le parking personnel. On vient d'arriver dans le niveau sous-sol, qu'on peut appeler une cave, la cave sismique en fait, et c'est un endroit entièrement visitable. Vous avez vu, ça correspond à un niveau complet, et c'est là qu'on a accès à tous les appuis parasismiques, de façon à pouvoir les surveiller, les entretenir et les contrôler en cas de séisme majeur, venir voir un petit peu comment ils se sont comportés. On parle d'isolateur, pourquoi ? Cette pièce métallique qui est là, c'est deux pièces métalliques en fait qui sont l'une sur l'autre, et ce sont des isolateurs. Pourquoi ? Parce que l'endroit où on est nous debout actuellement, c'est ce qui va encaisser tous les chocs et toutes les conséquences du séisme, c'est-à-dire qu'on va être en mouvement ici d'une manière quasi insupportable, alors qu'au-dessus, grâce aux isolateurs, la dalle que vous voyez au-dessus et toute la charge, c'est-à-dire les 5 pivots qu'il y a au-dessus, ne devraient pas bouger. Ou alors très sensiblement, ne pouvant pas provoquer d'effet de panique et surtout autorisant la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on est dans l'obligation de continuité de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les cyclones, on sait quand ils arrivent, le séisme, on ne sait pas. Et il peut surprendre une dizaine de salles d'opération qui sont en train d'opérer en plein séisme. Donc il faut pouvoir continuer à fonctionner au-dessus. Et le rôle des isolateurs, c'est bien d'isoler ce bâtiment. Voilà, donc nous parlerons d'ici quelques instants de cette rue Caraïbes, et puis la sismicité est toujours mise en avant, et nous reviendrons tout à l'heure avec vous, messieurs, puisque nous devons marquer une courte pause. Voilà, donc nous pouvons faire une petite balade au niveau de la rue Caraïbes, messieurs. Cette rue Caraïbes où nous avons vu sur le reportage où il était question de parking, où il était précisé qu'il y aurait un parking personnel, un parking aussi pour les visiteurs. Alors, c'est un aspect très important. Au-delà d'autres aspects que nous allons décliner tout à l'heure, mais c'est un aspect très important, le parking. Alors c'est vrai qu'on sait que ça a été quand même une faille de l'ancien CHU, et on peut voir comment les véhicules n'arrivent pas à se garer correctement. Donc le parking, vous y avez pensé, c'est combien de places ? Est-ce que vous avez les chiffres ? Oui, on aura grosso modo en fait 2 parkings, un parking du public pour l'accès donc du public de l'ordre de 700 places. 700 places ? Oui, de l'ordre de 700 places, et un parking personnel de l'ordre de 1300 places, donc au nord. Donc avec vraiment donc plus de place pour le personnel que pour... Ça correspond en fait aux besoins qui ont été prédimensionnés. Donc au-delà des parkings en fait, si je puis dire, il faut regarder les transports et la desserte du CHU dans son ensemble et dans sa globalité. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, pour l'instant, l'arrivée on utilise des énormément la ambulances voiture, aussi, etc. Voilà, il faut bien sûr privilégier l'axe rouge, l'accès des ambulances et en tout temps. Donc il faut que cet accès soit fluide. Donc il y a tout un travail avec les collectivités majeures pour pouvoir redimensionner les réseaux routiers, que ce soit les routes nationales. On voit le PSGR à Perrin, le passage souterrain à gabarit réduit, puisque c'est un ouvrage qui va passer pour assurer la continuité de la nationale 5 au niveau du giratoire de Perrin. Il y a le recalibrage de la départementale 106 qui est conduite par le département. Il y a aussi à long terme, donc c'est plusieurs échéances de projets qui sont coordonnés donc au sein de comités de pilotage co-présidés par le préfet et la directrice générale de l'ARS, pour essayer de mener de pair l'ensemble de ces projets structurants. Et à terme, il y aura un transport en commun en site propre, conduit donc par la communauté d'agglomération Cap Excellence, pour effectivement favoriser la desserte du CHU par les transports en commun. C'est ce qu'on appelle un système de navette. Pas vraiment. Sur un bus à haut rendement de service, c'est effectivement l'option qui a été retenue, je crois, par la collectivité. Donc il faudra effectivement avoir confirmation, mais c'est effectivement une voie dédiée pour des bus à horaires réguliers pour desservir effectivement le CHU, mais aussi bien sûr l'ensemble du réseau urbain. D'accord. Alors, il y a aussi un aspect, je vais dire, hautement important, puisqu'on a parlé d'isolateurs sismiques. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bâtiment 100% antisismique ? Alors,
Alors, on ne parle pas d'antisismique, mais plutôt de parasismique. Oui. Effectivement, le nouvel hôpital respecte dans sa construction les dernières normes, les Eurocode 8, les dernières normes en matière de parasismicité, ça c'est clair. Des dernières normes, vous dites, c'est quoi? L'Eurocode 8. D'accord. L'Eurocode 8, donc c'est de niveau européen. 2010. Voilà. Ouais. En clair, ça veut dire? C'est des codes qui sont imposés aux différents bureaux d'études pour le dimensionnement des structures. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des règles de calcul. D'accord. Qui permettent de dimensionner les ouvrages. Donc ça veut dire plus de sécurité. Complètement. Et donc ces Eurocodes ont été nourris par les différents séismes majeurs qui ont eu lieu récemment. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, le nouvel hôpital est construit en respect total de ces règles-là, sans problème. Voilà. Ouais. Alors, oui. Oui, juste peut-être un complément, juste une petite précision, c'est-à-dire que les règles parasismiques impose le non-effondrement des bâtiments. C'est la sécurité des personnes qui prime. C'est-à-dire qu'effectivement, en cas de séisme majeur, il ne va pas s'effondrer. Alors, voilà, c'est jamais une essence exacte, mais il est dimensionné pour ne pas s'effondrer lors d'un séisme majeur qu'on attend tous. Mais au niveau du CHU, de par la fonction stratégique de l'hôpital, il faut bien que le CHU puisse fonctionner après un séisme pour accueillir les blessés massifs liés à ce séisme et bien sûr assurer la continuité de fonctionnement. Donc là, pour ce CHU, on est allé au-delà des normes, des règles de construction, puisqu'on a imposé à ce que le CHU fonctionne après le séisme, ce qui a abouti à choisir des isolateurs parasismiques qui ont été présentés tout à l'heure par l'architecte sous le plateau technique. Donc quand vous dites au-delà des normes, ça veut dire qu'au fil des années, ces normes-là seront toujours d'actualité, puisqu'on voit que les normes au fur et à mesure sont différentes et il y a une augmentation de ces normes au fil des ans, puisqu'on a des phénomènes beaucoup plus importants tant au niveau des séismes, mais aussi au niveau des cyclones, par exemple. Oui, tout à fait. Le fait d'isoler le bâtiment, c'est-à-dire qu'effectivement le bâtiment est en deux parties, comme l'a bien expliqué l'architecte. Il ne communique pas directement avec le sol, mais il est appuyé sur des appuis glissants. C'est comme des coussins? C'est des appuis pendulaires. Alors c'est une première européenne, donc c'était déjà une première aux Antilles. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un bâtiment en Guadeloupe, il n'y a pas de précédent, c'est un bâtiment sur appui sismique. Et là, le mode qui a été retenu, c'est des coupelles. Donc c'est des appuis inversés où le bâtiment va rester en place en fait pendant que le sol va bouger, si vous voulez. Donc il ne bougera pas? Il bougera très peu. C'est-à-dire que c'est le sol qui va bouger et ensuite vous avez 200 appuis, c'est des coupelles avec comme une bille au milieu et le bâtiment va se recentrer tout seul. Donc ce choix a été fait pour pouvoir effectivement permettre de continuer les interventions et surtout protéger les équipements aussi du CHU, parce que le plateau technique, il y a des équipements très coûteux, très lourds, des scanners, des blocs opératoires qui ne supporteraient pas une secousse. Même si le bâtiment résiste au séisme, à l'intérieur vous ne pourrez plus l'utiliser parce que les équipements ne seront plus opérationnels. Donc là, ce qu'il fallait, c'était vraiment s'assurer qu'on puisse continuer, quasiment le chirurgien pourra continuer à opérer pendant le séisme et juste après avec un afflux massif de blessés, donc tout est sécurisé. Le plateau technique, mais aussi tout ce qui est l'énergie, l'eau, l'électricité, pour pouvoir fonctionner en autonomie totale. Vous pouvez peut-être rappeler, messieurs, de combien peut bouger le bâtiment en cas de séisme avec ce système d'isolateur parasismique? Oui, c'est quelques dizaines de centimètres. Oui. Quelques dizaines de centimètres. Oui, tout à fait. Par le cisaillement horizontal du séisme, ça peut avoir effectivement. Et puis plus le bâtiment est lancé, plus il est haut et qu'il est lourd. Effectivement, c'est des phénomènes d'inertie, donc il va se mettre à osciller et à bouger de plus en plus. Alors aujourd'hui, on a quand même un CHU étalé et pas forcément. Voilà, ce qui est une garantie supplémentaire. Effectivement, l'architecture qui a été retenue pour ce nouvel hôpital, on peut l'appeler pavillonnaire, puisque le nouvel hôpital aujourd'hui est conçu en 7 bâtiments, à la différence du CHU actuel qui est relativement monobloc, on va dire. Ça sera comme un petit village? Eh bien, peut-être pas un village, mais en tout cas plutôt un bout de ville, va-t-on dire. Un bout de ville? Oui, voilà, c'est plutôt un bout de ville. Et avec cette rue Caraïbe, l'architecte a voulu recréer une ville, et l'accès aux différents bâtiments se fera comme l'accès dans une ville, dans un quartier. Voilà, on rentre dans un bâtiment comme on rentre dans un bâtiment médical ou bien un bâtiment de ville. Et cette rue Caraïbe sera un lieu d'échange ou effectivement de passage
ou un lieu de vie en fait. Exactement, des commerces même sont prévus dans cette rue. Et je rappelle en fait ce qu'a dit l'architecte dans le reportage, c'est que à aucun moment il ne doit croiser les soignants qui eux utiliseront la rue juste en dessous, la rue logistique. Et donc cette séparation de flux permettra à tout un chacun de travailler et d'être dans son secteur sans dans de bonnes conditions. Voilà, dans de bonnes conditions et d'améliorer les choses. Donc il faut bien le préciser à cette population, en cas de catastrophe naturelle, tout est prévu. On peut le dire. On peut le dire. dire. En tout cas, on a prévu un maximum de choses et au niveau de la connaissance que nous avons actuellement. Tout à fait. D'accord. Maintenant, on parle beaucoup d'environnement aussi et on se dit que une telle réalisation peut peut-être poser quelques problèmes au niveau de l'environnement. Alors là aussi, on peut dire que vous y avez pensé et pour étayer un petit peu vos propos, nous partons du côté d'une interview qui a été réalisée et voir un petit peu effectivement concernant l'environnement, comment tout cela a été pensé, comment tout cela a été conçu. Alors, ce qui se construit en ce moment, c'est plutôt de couleur grise. Hein. C'est du béton, beaucoup de béton, très solide. L'ensemble du CHU sera résistant aux séismes les plus forts. Hein. Donc il y a des quantités de béton et d'acier assez conséquentes. Mais c'est pas seulement gris, c'est aussi bizarrement, ça ne se voit pas encore tout de suite, c'est un chantier vert. Alors, un chantier vert a deux titres. Vert parce qu'en réalité, il y a un préverdissement. C'est-à-dire qu'on a planté il y a 2 ans des arbres et toute une végétation, mais au fond du terrain, ça ne se voit pas encore, mais ça sera face aux chambres d'hospitalisation. Et le but, c'est lorsque le bâtiment sera fini, ouvrira, eh bien les arbres seront matures, auront eu le temps de pousser pendant toutes ces années et sera tout de suite agréable. Et puis, il y a un autre aspect vert, entre guillemets, du chantier, c'est que c'est un chantier avec une démarche environnementale, c'est-à-dire qu'il y a plein de dispositions qui sont destinées à limiter les nuisances naturelles d'un chantier dans l'environnement, à commencer par le tri des déchets, qui est une chose importante, parce qu'il y a bien sûr il y a du bois, il y a de l'acier, il y a des morceaux de béton, etc., qui sont découpés. Et puis également, par exemple, l'absence d'utilisation de polystyrène, ce qui était un usage dans les chantiers, il n'y en a pas 1 cm3, mais aussi le traitement de l'eau avant d'être rejeté dans le milieu naturel, l'utilisation limitée de l'électricité, de l'énergie, etc. Donc c'est un chantier avec des dispositions environnementales particulières de haut niveau, en plus de la sécurité du chantier, qui est un élément très important pour l'ensemble des compagnons qui y travaillent. C'est un chantier exemplaire en matière de sécurité et qui sert même à la formation d'autres chantiers de Guadeloupe pour toutes les dispositions, pour montrer toutes les dispositions qui ont été prises par les entreprises de manière à assurer au maximum la sécurité des ouvriers. Voilà donc au cœur de l'environnement avant vraiment d'y arriver, voir un peu comment tout cela a été conçu. Ici, nous avons des problèmes d'eau. C'est vrai que le président de la République avait dit d'ici 2 ans, plus de problèmes d'eau, mais on n'en sait rien puisqu'on sait que c'est un vaste chantier. Est-ce que là aussi, vous avez pensé aux problèmes rencontrés aujourd'hui en Guadeloupe, aux problèmes d'eau ? Oui, tout à fait. Comme tous les établissements sanitaires en Guadeloupe, la plupart ont une bâche tampon, une réserve d'eau en fait potable. Le CHU aura sa propre réserve de 700 mètres cubes qui correspond en fait à 3 jours de fonctionnement normal. C'est-à-dire qu'il faut 3 jours d'autonomie. Alors, c'est ce qui est imposé, mais il ne faut pas plus, parce qu'après, au-delà de 3 jours de stockage, on peut avoir des problèmes de bactéries qui se développent dans le réservoir. Alors, le réservoir, il sera situé, en fait, centralisé avec l'usine qui a été construite par Cap Excellence, au nord du terrain du CHU. C'est une usine qui est de production, qui est bouclée donc, avec le réseau public, et qui permettra, effectivement, c'est un réservoir de 2500 m3 de mémoire, et il y aura toujours 700 m3 qui sera exclusivement réservé pour les besoins du CHU en tant que de besoin.
Maintenant, lorsqu'on parle d'environnement, on voit surtout des arbres, on voit plantation. Là, on a beaucoup parlé de béton. Est-ce que là aussi, l'environnement a été une priorité au niveau de cette construction? Alors, dès le départ sur ce projet, le maître d'ouvrage a souhaité qu'une démarche environnementale soit adoptée. Donc ça veut dire que dès l'origine, il a été vraiment imposé un profil environnemental HQE, haute qualité environnementale. Donc des cibles ont été identifiées, des cibles ambitieuses, et dès le programme, donc dès l'expression du besoin. Les études qui se sont développées entre 2013 et 2018 ont respecté ce profil environnemental, et c'est ainsi que le CHU va être construit. Quelques cibles que je peux vous évoquer, donc c'est les protections solaires, oui, pour éviter la consommation au niveau de la climatisation. Donc l'ensemble des bâtiments seront protégés des rayonnements solaires par des bardages, par des lames de bardage. Deuxième sujet, nous avons la production d'eau chaude sanitaire par les panneaux photovoltaïques. Une cible aussi qui concerne les consommations énergétiques. Voilà, quelques petites cibles qui donnent un peu l'idée de ce qui a été prévu sur cet hôpital-là. Vraiment qui doit être exemplaire au niveau de l'environnement. Ici, les gens aiment bien vivre dehors ou aiment bien regarder un jardin. Avez-vous pensé à un parc, par exemple, où les gens pourraient s'asseoir, pourraient se promener? Alors, c'est vrai qu'on dit que c'est beaucoup d'esthétique, mais c'est aussi utile quand on a besoin de s'évader, par exemple. Alors sur ce point-là, effectivement, comme le disait l'architecte, dès les lots anticipés qui ont été réalisés entre 2016 et 2018, il a été réalisé une préparation des paysages. Donc on le voit bien sur votre film, on voit sur l'est de la parcelle des petites forêts, des plantations qui ont déjà été organisées et qui se trouvent, comme il l'a dit, face au bâtiment d'hébergement, donc face au lit d'hospitalisation. Donc en termes de visuel, ça va être sympathique. Et au-delà de ça, effectivement, un petit cheminement permettra aux personnes de déambuler. Également dans les patios, parce que les bâtiments sont munis de patios, il est prévu la plantation de ces patios pour permettre vraiment la déambulation, le repos, voilà. Donc ça a été pensé et les plantations sont déjà faites. Les arbres sont en train de pousser, même s'ils ne sont pas plantés, ils sont en pépinière et ils sont suivis par l'architecte au niveau de leur pousse. Et ils seront donc transplantés en fin de chantier et déjà dans une belle taille et ils seront vraiment mis en valeur et participeront, je crois, à la réussite de ce projet. Alors avez-vous pris la tâche de la population? Est-ce que vous avez interrogé un petit peu la population pour savoir déjà ce qu'elle pensait de cette construction, comment elle voyait ce nouveau CHU? Est-ce qu'elle a eu son mot à dire, la population, sur cela? Alors, des enquêtes ont été réalisées. Maintenant, c'est vrai qu'on s'est beaucoup concentré sur la communauté médicale, la communauté soignante. Je pense que c'est quelque chose qui, comme vous le dites, qu'il faudra effectivement faire et approfondir. Cela étant dit, je voulais profiter aussi donc de votre antenne pour rappeler qu'actuellement, comme vous le savez, l'actualité au niveau national et mondial est tournée autour du coronavirus. Nous avons aussi parfois donc des périodes d'épidémie. Je veux rappeler que dans le futur CHU, celui que vous avez vu dans vos écrans, il est prévu un espace pouvant accueillir soit un afflux donc, de victimes en cas de catastrophe, ou soit effectivement un afflux donc, de malades en cas effectivement d'épidémie. Il est prévu un espace qui est armé, mais qui n'est pas équipé et qui pourra effectivement accueillir en cas de besoin
c'est malade. C'est important de le dire, donc je fais le lien un peu avec la population, puisque c'est aussi une préoccupation de notre population. Est-ce qu'on peut être correctement pris en charge dans tel ou tel cas? Parce que c'est pas commun dans un hôpital français, on le retrouve plus dans certains hôpitaux anglo-saxons, mais effectivement on a souhaité avoir cet espace au sein du futur CHU de Guadeloupe. Oui. Alors, il faut dire aux gens que ce n'est pas parce qu'on en a parlé qu'on a détecté des cas ici en Guadeloupe. Non, pas du tout. On va quand même le préciser, puisque on ne sait jamais, vous savez, quand on parle du coronavirus, forcément, ça fait peur à tout un chacun. Donc on va quand même rassurer aussi par là même. Oui, allez-y. Vous vouliez intervenir? Non. Alors justement, je voulais arriver jusqu'à vous. Donc on a parlé, on a vu les avancées, nous sommes partis ensemble sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire, alors vous avez dit oui, les délais sont respectés, mais est-ce qu'on peut dire que financièrement, est-ce que vous cheminez convenablement? Est-ce que vous attendez à avoir des surprises, c'est-à-dire à avoir un surcoût? Ou est-ce que là, vous dites, nous sommes bien, les délais seront respectés et le financement suffira pour arriver jusqu'au bout? Oui, alors, comme je l'avais dit lors de la pose des premiers isolateurs parasismiques, puisqu'il y avait une conférence de presse, le chantier du CHU avance et avance bien. Il n'est pas en retard, il sera livré courant 2023. Concernant l'aspect financier, nous sommes toujours dans les clous, et le national nous félicite tous collectivement pour en tout cas la bonne tenue de l'avancée de ce chantier. Oui, messieurs, si peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, mais en tout cas en termes de délai, les délais sont tenus. D'accord. Les délais sont tenus et financièrement, vous êtes à l'aise pour aller jusqu'au bout. Moi, si je peux me permettre de rajouter, effectivement, pour que les délais soient tenus, il faut éviter de modifier ou apporter des compléments pendant les travaux. Et aujourd'hui, le maître d'ouvrage et nous-mêmes, nous sommes vigilants à ce qu'il n'y ait pas ce genre de modification qui pourrait, elle, engendrer des décalages. Mais est-ce qu'on peut toujours prévoir? Alors, vous avez raison. Parfois, des modifications s'imposent, par exemple des évolutions réglementaires, où là, on ne pourrait pas faire autrement que de les mettre en œuvre. Mais ensuite, il faut se méfier des bonnes idées qui arrivent à tout moment et peut-être les repousser à plus tard. Voilà, donc pour ne pas perturber l'avancement et les cadences. Voilà. C'est ça notre souci. Le délai, c'est le plus important aujourd'hui. Exactement. Alors maintenant, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission. Si on pouvait faire une petite synthèse sur ce chantier, si on pouvait vraiment, je vais dire, être au plus près de la réalité, votre message serait lequel? Soyez Vous avez la possibilité. Oui. Alors, il faut être patient. Soyez patient, la population dit nous ne pouvons plus être patients. Alors rassurez-nous, c'est ce qu'elle dit. Non, mais patient, simplement, il faut un peu de temps pour réaliser un ouvrage de cette complexité. Rappelons-le, c'est un ouvrage très complexe. La construction d'un hôpital, j'allais dire, c'est la construction la plus complexe, peut-être après les centrales nucléaires. Le CHU de Guadeloupe est un hôpital, mais qui est encore plus complexe. Pourquoi? Parce que, c'est l'environnement. On a un environnement avec le cyclone, on a un environnement avec le séisme, on a un environnement compliqué aussi avec l'humidité et l'air salin. Donc j'allais dire, on ajoute des complexités. Mais c'est une population dans l'attente et vous le savez comme moi, qui s'impatiente par moment. On comprend tout à fait, mais pour faire quelque chose qui répond aux besoins et qui soit de qualité, je crois qu'à un moment tout le monde peut comprendre qu'il faut un peu de temps pour faire des belles choses et des bonnes choses, qui durent dans le temps ensuite et qui répondent aux besoins. Voilà, je pense que la population peut comprendre ça, enfin je l'espère. Oui, votre message à vous. Tout à fait, bon, je dirais la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement on a à faire face au plus gros chantier jamais réalisé en Guadeloupe. C'est effectivement le plus gros bâtiment construit, c'est quand même un chantier d'envergure, c'est du jamais vu.
Donc effectivement, à ce titre, on pouvait craindre effectivement un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, on est relativement optimiste pour la suite des opérations. Bien sûr, après la construction, il faudra équiper le CHU. Donc on anticipe aussi toutes ces phases d'équipement. Et donc le CHU... L'équipement, ça prendra combien de temps? Le matériel, l'équipement. Ouais. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'équipements qui vont se faire à la fin des travaux, pendant la fin des travaux, mais aussi des équipements qui seront installés après. Mais toutes les commandes, tous les marchés sont anticipés. Donc il y a l'équipe projet du CHU qui travaille. Et cette partie-là prendra combien de temps à peu près? Alors ça va se faire pendant la levée des réserves, pendant les travaux, donc à la fin du chantier sur 3 à 6 mois. Mais aussi il faudra que le personnel prenne possession petit à petit du nouvel outil. Donc il y aura une phase de transition entre la fin des travaux et la mise en service, qu'on essaiera de faire la plus courte possible. Mais il faudra bien installer tous ces équipements nombreux dont les achats seront anticipés. Alors c'est vrai qu'on s'attendait à une surprise. Au lieu de 2023, on parlait de 2022, mais vous dites vraiment il va falloir arriver jusqu'en 2023. Tout à fait. Pour finaliser ce CHU. Donc avec vous, le mot de la fin. On a vu que le CHU, le nouveau CHU avance. J'ai vu pas mal de Guadeloupéens qui sillonnaient, qui regardaient un petit peu, qui se disaient comment ça va prendre forme et quand est-ce qu'on aura vraiment ce visuel à peu près achevé. Vous dites que d'ici 1 an, on pourra se faire une idée précise de tout cela. Ils ont raison de sillonner, de venir voir, parce que vous verrez, les choses iront vite. 2023, c'est très vite arrivé pour un chantier donc de cette envergure. Et moi, je pense que si 3 ans. Je pense qu'on peut tous être fiers de ce chantier. Je pense qu'en Guadeloupe, on peut être effectivement très fiers de ce chantier, qui est un chantier complexe et qui avance bien. Et vous verrez, c'est comme les enfants, ça grandit très vite. Et comme l'a dit M. Laborda, à très bientôt, et vous verrez que il sera déjà construit et qu'on pourra effectivement avoir bénéficié d'un bâtiment moderne aux dernières normes parasismiques que tout le monde nous enviera. Nous pourrons donner rendez-vous aux Guadeloupéens d'ici 6 mois, d'ici 1 an? Tout à fait, on pourra aussi, vous savez, il y a des étapes intermédiaires. Donc il y avait les terrassements, il y avait la pose des premiers murs, il y avait les isolateurs parasismiques. Il y a effectivement des étapes, il est prévu dans la communication donc, de ce chantier, des étapes où vous, médias, vous serez sollicités pour effectivement relayer l'avancement du chantier au niveau donc, de la population. Oui. Juste peut-être pour compléter et pour informer la population, il y a un site internet dédié qui a été mis en place par le CHU pour suivre en fait l'opération de construction. Donc je ne sais pas si vous avez déjà publié à l'antenne donc le site. C'est https donc donc c'est un peu voilà CHU-6 Guadeloupe.info. Et donc vous aurez effectivement les différents événements de communication depuis le démarrage du chantier et aussi une visite virtuelle du futur CHU. Donc on pourra suivre les travaux au fur et à mesure. Tout à fait. Voilà. Ok, donc nous ne pouvons que souhaiter que ce nouveau CHU soit vite achevé pour que les Guadeloupéens puissent prendre possession de cet outil ô combien nécessaire. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de notre programme juste après. Vous aurez l'occasion de partir avec le plateau politique